Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est un plaisir de vous retrouver pour débattre et analyser des sujets qui touchent au quotidien nos sociétés. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une pandémie, pas celle que l'on aborde depuis maintenant près de 3 ans, celle du Covid, mais une autre, souvent taboue, une pandémie due à un virus qui a également enlevé des millions de vies sur Terre. Vous l'aurez bien compris, son acronyme est SIDA, mais son terme médical est syndrome d'immunodéficience acquise. Et le 1er décembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors en quoi consiste cette maladie? Quelles sont les actions menées pour sensibiliser, soutenir et éradiquer le VIH? Pour répondre à toutes ces questions, je me trouve en compagnie de Hind El-Hedji, chargée de programme à l'ONU SIDA Maroc. Bonjour. Bonjour. Fatiha Roufrani, ex-présidente de la LCS, qui nous rejoindra en cours d'émission. Et enfin, Boutseina Driss-Alami Mchichi, chargée du suivi et de l'évaluation à l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Madame Hind El-Hedji, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, pouvez-vous nous dire, hier, le monde a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Quel bilan pouvez-vous dresser des activités de cette journée ? Alors, permettez-moi d'abord de vous donner un bilan sur la situation épidémiologique dans le monde et dans la région MENA, mais de rappeler tout d'abord que la diminution des nouvelles infections au VIH et les décès liés au sida s'est considérablement ralentie. Et les nouvelles infections sont en hausse dans plusieurs régions du monde et que le VIH reste un problème majeur de santé publique qui a entraîné jusqu'à aujourd'hui plus de 40 millions de décès. On estimait à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2021. 650 000 personnes sont décédées du VIH et 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons atteint, et à fin 2021, 84,2 millions de personnes infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est impératif de redoubler d'efforts pour éviter le pire des scénarios, à savoir 7,7 millions de décès, de nouveaux décès au cours des 10 prochaines années. Pour ce qui est de la région MENA, à fin 2021, on estimait à 180 000 nombre de personnes vivant avec le VIH, 14 000 nouvelles infections et 5 100 décès, nouveaux décès dus au VIH. Malheureusement, la région accuse un retard concernant la couverture par les services de prévention et de dépistage. 88 000 personnes seulement reçoivent un traitement antirétroviral. Ce n'est pas le cas du Maroc, qui a bien sûr fait de grands progrès, notamment en termes de couverture, qui a atteint 80% la couverture des personnes vivant avec le VIH par le traitement. En termes aussi d'amélioration de la qualité des programmes de prévention auprès des populations clés, la prise en charge, la feuille de route de l'élimination de la transmission mère-enfant ou encore la stratégie nationale en matière de VIH et droits humains. Alors à présent, je me tourne plutôt vers Madame Boutseina Driss-Alami Mchichi, qui est chargée du suivi et de l'évaluation à l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Madame El-Hedji a dressé un bilan plutôt général. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation de la propagation de l'épidémie au Maroc ?
Tout d'abord, je commencerai par vous remercier encore une fois pour cette invitation. La situation au Maroc, c'est une situation, on va dire, d'énormes progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années. Le Maroc commence à voir sa courbe de nouvelles infections à être inversée, et ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Ça veut dire que la stratégie nationale commence à donner ses effets. Tous les efforts des partenaires qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH au Maroc font de leur mieux pour avoir ce début d'inversion de courbe. Ceci dit, il y a encore des choses à faire. Je crois ma collègue Hind Hajji l'a déjà dit, les personnes vivant avec le VIH dans le cadre de la cascade, nous avons pu mettre tout le monde, 95% des personnes sous traitement, et 95% de ces personnes-là ont déjà négativé leur charge virale. Cependant, ce qui est à rappeler, c'est que nous sommes encore loin d'avoir testé tout le monde. Et ça, c'est, je crois, le défi à relever pendant les prochaines années si nous voulons, en tant que Maroc, être à l'heure pour 2030 et pouvoir dire qu'on peut éliminer le VIH. Donc, la situation au Maroc, elle est bien, sauf qu'il y a encore des choses à faire, encore des choses à améliorer en matière de stratégie et d'intervention auprès des populations clés, chez qui le VIH reste toujours une épidémie concentrée. Je crois qu'il est important de rappeler que le VIH au Maroc, la prévalence, elle est basse chez la population générale, mais elle est concentrée chez les populations clés, d'où l'intérêt d'intensifier nos activités, nos efforts pour pouvoir identifier les 20% des personnes qui ne connaissent pas encore leur statut sérologique et de les prendre en charge. Alors, peut-on dire que le Royaume arrive à limiter les dégâts quant à la propagation de la maladie toujours vers vous, Madame Alami. Oui, on peut dire qu'on limite les dégâts parce que il y a une étude qui a été faite et voilà, j'ai un chiffre, je vais essayer de le retrouver. Les programmes qui ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui ont permis d'éviter 46% de nouveaux décès parmi les nouvelles infections. Et je crois que ça, c'est un progrès énorme. On a pu, grâce à tous les efforts de tous les partenaires, éviter 50 000 nouvelles infections. Et ça, je crois que c'est énorme en termes de chiffres. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un effort considérable. Alors, le Maroc arrive à limiter les dégâts, mais dans le monde, où en est tout, Madame Hind Hajji? Vous avez dressé un bilan tout à l'heure, mais où est-ce qu'on en est précisément? Est-ce que des efforts ont été fournis? Bien évidemment. Au niveau mondial, donc, l'ONU-SIDA a élaboré une stratégie 2021-2026, une stratégie de lutte contre le sida qui se focalise sur les personnes à travers trois piliers. Tout d'abord, maximiser l'accès équitable et égal aux services VIH. Supprimer les barrières juridiques et sociétales afin d'atteindre les objectifs VIH et atteindre la fin de l'épidémie à l'horizon 2030. Et troisièmement, financer totalement, mais surtout durablement les ripostes au VIH et les intégrer au système de santé, de protection sociale et aux situations humanitaires. Madame Boutaina Alami a mentionné les objectifs 95-95-95 de l'ONU-SIDA, à savoir 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95% des personnes qui connaissent leur statut sont sous traitement et 95% des personnes qui sont sous traitement ont une charge virale indétectable. La bataille n'est pas gagnée, en fait, on est encore un peu loin de l'atteinte des objectifs définis. Mais aujourd'hui, l'ONU-SIDA a publié un rapport
qui met surtout l'accent sur les inégalités. Et en fait, selon ce rapport, le moteur justement qui freine c'est l'atteinte de ces objectifs, ce sont les inégalités qui sont liées au VIH. Et quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité en termes d'accès aux services de prévention et de soins, l'accès géographique, l'accès aux nouvelles technologies de prévention, dépistage, etc. Un autre point qui freine un petit peu l'atteinte de ces objectifs étant la discrimination et la stigmatisation auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH et qui empêchent en fait le monde d'atteindre les objectifs convenus en matière de sida. Alors, je me retourne à présent vers Madame Driss Alami. Le virus du sida, le VIH plutôt, est apparu vers la fin des années 70. Est-ce qu'il est possible de faire une comparaison, pouvez-vous nous faire une comparaison des nombres de victimes de la maladie aujourd'hui et il y a quelques décennies? Quel constat? Alors pour faire une comparaison je pourrais faire ça sur les dernières années, pas par rapport à... Voilà, les dernières années. Pas depuis les années 70. Non, pas dans les années 70. Déjà que le Maroc, son premier cas, il a été identifié en 86. Donc, par rapport au reste du monde. Mais ce qui est important à savoir, et ça va être en complément à votre première question. Vous me demandez une comparaison. Avant, le dépistage n'était pas fait d'une façon aussi simple que maintenant. Maintenant, le ministère, on va dire le Maroc, il dispose de plus de 1600 centres qui disposent du test de VIH. Et ça, c'est très important si on veut comparer par rapport à ce qui se passait au cours, dernières années. Même si on avait un doute, et on voulait se faire dépister, ce n'était pas aussi simple que maintenant. Les nouvelles infections étaient beaucoup plus importantes chaque année, c'est-à-dire juste il y a 25 ans, le Maroc enregistrait une moyenne de 1200 nouvelles infections par an. Actuellement, et pour les chiffres de 2022, le Maroc a enregistré 830 nouvelles infections, c'est-à-dire c'est une baisse des nouvelles infections. Et ça, c'est très important. Donc, le dépistage qui est de plus en plus disponible, et en complément à votre question de tout à l'heure, et ça c'est très important à souligner, il faut savoir que le traitement est gratuit au Maroc pour toute personne porteuse du VIH. Et on est dans une stratégie de tester, dépister. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on teste quelqu'un positif, dans l'immédiat, dans la semaine, on essaie de l'introduire dans le circuit de prise en charge. Et ça, c'est parmi les efforts et les choses extraordinaires que le Maroc a fait, contrairement en comparaison avec d'autres pays similaires. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai apporté tous les éléments de comparaison, mais en tous les cas... Non, vous avez précisé des points très importants, celui des centres de détection, des tests, des traitements qui sont gratuits une fois qu'on est identifié comme séropositif. Alors, l'Afrique, justement, reste le continent le plus touché. Pourquoi, à votre avis, et comment redresser la situation dans le continent ? Sur un point plus global, en sortant du Maroc. Alors, ça me permet d'introduire une phrase ou un mot-clé, l'éducation sexuelle. Si on se compare à d'autres pays, l'éducation sexuelle, elle est présente beaucoup plus que chez nous, dans les familles, dans les écoles. Le VIH, et Hind l'a précisé, pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, parce qu'il y a ce point énorme de discrimination et de stigmatisation. C'est une pathologie qui est liée au sexe. Donc c'est difficile encore, qui reste tabou et difficile à aborder facilement au sein des familles, à l'école. Donc je suis convaincue que le manque d'éducation sexuelle fait que notre pays, faisant partie du continent africain, est un pays où la pandémie reste encore une bataille qu'on devra vraiment faire beaucoup d'efforts, encore plus d'efforts que ce qui a été fait, parce que cette composante d'éducation sexuelle, elle est absente. On ne parle pas assez de cela auprès de nos enfants,
de nos prochains adultes, de nos prochains parents, c'est-à-dire combien de filles savent qu'elles peuvent faire, bien sûr je parle des jeunes filles en âge de procréer, doivent faire un test de VIH parce que l'élimination de la transmission chez le bébé, une fois que la maman est dépistée, on peut la prendre en charge, on peut donner un traitement et éviter une transmission chez l'enfant. Donc il y a des petits messages encore qu'on ne passe pas aux enfants, aux jeunes, aux adolescents pour avoir vraiment atteindre nos objectifs. Alors, Madame Fatiha Roufrani vient de nous rejoindre. Elle est ex-présidente de l'ALCS, l'association de lutte contre le sida. Bonjour. Bonjour, Madame. Ravie de participer à cette émission. Alors, nous étions en train de faire le point sur l'Afrique, et l'Afrique est notre flanc le plus faible. Je parle de la lutte mondiale contre le sida. Que peut-on faire, à votre avis, pour appuyer les efforts africains pour lutter contre le sida ? Je pense qu'il y a 3 éléments importants qui doivent être assurés si on veut vraiment être engagé dans une lutte contre le sida effective et pertinente. La première des choses, c'est la volonté politique des différents pays. Deuxièmement, c'est l'inscription dans une approche globale, communautaire, dans une approche aussi droits humains, et aussi comme l'a bien souligné le dernier rapport de l'ONU-SIDA, lutter contre les inégalités. Parce que les inégalités, bien sûr, maintenant, ce sont le véritable frein à vraiment consolider déjà les acquis qui ont été les premiers acquis jusqu'à avant Covid, et aussi donner une égalité des chances à nos adolescents, à nos adolescentes, à nos filles, à nos garçons, à nos hommes et à nos femmes, pour pouvoir faire face d'une manière égale à la vulnérabilité qui qui augmente plutôt l'exposition aux IST et au VIH. Je crois que c'est bien sûr, on le dit toujours, l'argent est le nerf de la guerre, et que sans vraiment soutien financier pour pouvoir appuyer toutes les interventions, que ce soit sur le plan local, le plan régional ou le plan mondial, on ne peut pas espérer mettre fin au VIH à l'horizon de 2030. Alors, à présent, Madame Hind El-Hedji, vous qui êtes chargée du programme à l'ONU-SIDA Maroc, le sida, on vient de le dire, on le répète depuis tout à l'heure, est en fait une maladie sociale. Quelles sont les actions menées par ONU-SIDA au Maroc pour justement sensibiliser ? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Alors, quelles sont les actions menées par ONU-SIDA au Maroc pour sensibiliser les populations ? D'accord. Alors, l'ONU-SIDA, qui est le programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, accompagne le ministère de la Santé et les ONG thématiques, donc en termes de mise en place des stratégies. On peut citer à titre d'exemple l'accompagnement dans l'élaboration des plans stratégiques nationaux, les études, mais également l'ONU-SIDA a un rôle de coordination en fait de ces actions. Et pour rappel, le bureau est établi depuis 2003 au Maroc. Et donc, c'est un travail d'accompagnement, en quelque sorte. Oui, bien sûr, il faudra accompagner. Et justement, nous avons l'impression que la dynamique de lutte contre le sida n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Qu'en pensez-vous, Madame Alami ? Aujourd'hui, est-ce que la dynamique de sensibilisation et de lutte est-elle la même que celle il y a quelques années ? Non, les choses, je crois, ont connu beaucoup d'améliorations. Au début, c'était, vous l'avez dit, c'est une pathologie sociale.
Mais toujours le ministère de la Santé ou les ONG thématiques portent un peu plus le chapeau. Actuellement, on note une implication d'un peu plus de partenaires qui ne sont pas forcément s'occupent du volet médical. Il y a l'inclusion de certains ministères, et je dirais par exemple l'administration pénitentiaire, le ministère de l'Éducation. Donc le fait d'avoir d'autres partenaires qui prennent, ils sont inclus dans cette bataille, les efforts et les résultats ne peuvent être que meilleurs. Donc, je crois que les choses ont changé. Et il faut dire qu'il y a aussi la participation de la population clé. C'est une inclusion à tous les niveaux. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Et parmi les plus jeunes, alors à présent, je reviens vers Madame Rofrani. Est-ce que chez les plus jeunes, à les écoles, est-ce qu'on les sensibilise ? Parce que, vous l'avez dit, on l'a répété, c'est l'éducation sexuelle qui manque au Maroc et certainement dans plusieurs pays africains. Alors, est-ce qu'on les sensibilise, les plus jeunes ? Alors, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de revenir sur la dynamique pour la mobilisation pour la lutte contre le sida. Bien sûr, la crise Covid a donné un coup de frein parce que les priorités sont allées vers autre chose. Tous les problèmes maintenant mondiaux, toutes les crises mondiales qui sont maintenant ont mis de l'ombre par rapport à la lutte contre le sida. Et ça, c'est très, très inquiétant. Parce que la lutte contre le sida n'est plus aussi prioritaire dans tous les pays de la même manière. Il y a beaucoup de problèmes, il y a la sécheresse, il y a la guerre, il y a beaucoup de choses qui ont sapé et qui ont mis de l'ombre sur tous les efforts et les mobilisations pour pouvoir soutenir encore plus la lutte contre le sida. On a l'impression qu'elle est passée au second plan. Et c'est pour ça que 40 ans après, le sida est encore là. Ça Absolument. Aussi, je crois que c'est une conjoncture actuelle. Il faut qu'on soit, nous, acteurs de la lutte contre le sida, très, très vigilants par rapport à ça, pour pouvoir mettre encore beaucoup plus de lumière sur l'impact de ces freins. Parce que vraiment, on a l'impression qu'on est en train de reculer, on avait bien avancé et que depuis l'avènement du Covid, les choses sont beaucoup plus difficiles, surtout pour les populations les plus exposées au risque et surtout pour les femmes et les jeunes filles. Et ça, il faut qu'on reste, nous, acteurs de la lutte, surtout de la société civile, très, très vigilants par rapport à ce point-là pour pouvoir mettre toujours à l'avant cette priorité, parce que, comme vous l'avez bien dit, le sida n'est pas qu'une simple maladie médicale, c'est une maladie sociale qui agit sur le développement. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise tous pour pouvoir remettre cette mobilisation à l'ordre du jour et pour motiver encore plus et avoir le plus d'engagement des donateurs par rapport à l'appui à la lutte contre le sida. Alors, je reviens à votre deuxième question qui est liée à la jeunesse. Je pense que ça a été dit parce que je viens de vous rejoindre. 34% des nouvelles infections dans notre pays surviennent chez des jeunes entre 14 quand même et 25 ans. Cela veut dire que l'âge des premières relations sexuelles est de plus en plus précoce. Donc, il va falloir vraiment qu'on accompagne bien nos jeunes en pré-puberté même pour pouvoir, comme l'a bien dit mon ami Boutaïna, faire des ateliers d'éducation sexuelle, introduire cette éducation sexuelle dans la maison, dans les lieux publics, dans les maisons des jeunes, etc., au niveau scolaire et universitaire, pour pouvoir renforcer les capacités de nos jeunes pour qu'ils gèrent mieux leur sexualité, qui est quelque chose de normal. Mais il faut qu'on apprenne à nos jeunes de comment faire face, comment bien vivre leur sexualité, comment avoir une sexualité sécurisée, puisque quand même 90% quand même des nouvelles infections et des infections sont par voie sexuelle non protégée. Donc il faut qu'on s'attaque à ce tabou sur la sexualité pour pouvoir bien accompagner les gens et le jeune et préparer des générations sans sida.
Alors, vous l'avez bien dit, Madame Rofrani, et Madame Alami, vous l'avez également souligné, les avancées médicales et scientifiques sont très positives à l'heure actuelle. Mais justement, ces dernières années, la pandémie de SIDA, on peut le dire, a été moins médiatisée qu'une autre pandémie, celle de la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, où en est-on en termes de recherche scientifique? Et je me retourne vers vous, Madame Boutaina Alami. Qu'en est-il? Où en sommes-nous? Je ne suis pas une spécialiste pour répondre à cette question, mais je pourrais quand même revenir. Déjà, il faut savoir que le traitement, et je crois que Dr. Oufarani pourra mieux répondre à cette question. Absolument. Il faut savoir que le traitement actuel, il faut que les gens sachent que c'est une prise par jour, c'est pas quelque chose de très contraignant. Ça c'est une avancée. Deuxièmement, il y a deux choses qui sont disponibles au Maroc et c'est très important. Le traitement pré-exposition et le traitement post-exposition, ce qu'on appelle PrEP. La PrEP qui est destinée, c'est un traitement qu'on peut dire préventif que certaines personnes peuvent prendre avant d'être infectées pour prévenir cette infection. Et le traitement post-exposition qui est très efficace pendant les premières 72 heures qui suivent une situation de risque. Voilà. Madame Hind El-Hedji, nous savons que les traitements sont plus accessibles dans les pays développés. Mais au Maroc aussi, vous l'avez précisé, que les traitements sont disponibles. Est-ce qu'en Afrique, en général, est-ce que l'ONU-SIDA arrive à sensibiliser les populations, sur un terme plus général? Alors, écoutez, je n'ai pas je n'ai pas de réponse à cette question parce que je n'ai pas une vision sur ce qui se passe en Afrique. J'imagine que votre question concerne l'Afrique subsaharienne. Alors oui, les pays les moins développés, comparés aux pays les plus développés. Le point sur les pays les moins développés, comparés aux pays les plus développés, par exemple l'Europe, quelles actions sont menées? Alors écoutez, la stratégie, je reviens à la stratégie mondiale en fait, qui définit des actions prioritaires à mettre en œuvre, notamment l'accent est mis sur le renforcement de services innovants de prévention, mais aussi des approches différenciées, mais également tout ce qui est intégration du VIH dans les programmes de couverture sanitaire universelle et de protection sociale. Mais également, on peut également inciter l'amélioration de l'information stratégique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors c'est une stratégie qui est mise en place un peu partout. Madame Rofrani, parlons de la recherche scientifique. Vous qui êtes spécialiste en médecine générale, est-ce qu'un jour on pourra trouver un remède contre le sida? Peut-on être optimiste à ce sujet? Excusez-moi, c'est à moi que la question est posée? Oui, Madame Rofrani, vous qui êtes spécialiste en médecine générale. Est-ce qu'on peut être optimiste? Bien sûr. Déjà, il faut se réjouir que l'accès au traitement maintenant est devenu un moyen de prévention parce qu'une personne séropositive qui suit très bien son traitement, au bout de 3-4 mois, si elle arrive, elle est observante, elle arrive à négativer sa charge virale, elle ne va plus transmettre le virus, elle va avoir une restauration de son immunité, elle va avoir une espérance de vie comme monsieur et madame tout le monde et on aura de moins en moins de nouvelles infections. Donc l'accès au traitement est capital pour pouvoir lutter contre le sida dans le monde. C'est vrai, maintenant, on a la chance d'avoir des médicaments génériques qui coûtent beaucoup moins cher et c'est très bénéfique pour les pays qui sont en développement et les pays les plus pauvres, etc. Donc l'accès au traitement a été un tournant dans la lutte contre le sida dans le monde et particulièrement au Maroc, parce que nous avons maintenant de moins en moins de infections grâce à l'accès de 95% des personnes qui sont dépistées séropositives
au traitement et 96% des personnes qui sont sous traitement sont arrivées quand même à négativer leur charge virale au bout d'une année. Donc ça a un impact direct sur la diminution des nouvelles infections. Mais, comme je l'ai dit, bien sûr, l'infection à VIH-Sida est une infection qui a bénéficié de beaucoup de recherches dans le monde. Mais malheureusement, c'était avant le Covid. Je pense que la ligne a été coupée. Alors justement, nous allons revenir à Madame Hind El-Hijji. Est-ce que vous pouvez tout simplement expliquer à nos téléspectateurs quels sont les moyens de prévention contre le sida? Alors, en termes de moyens de prévention contre le sida, alors déjà, je voudrais rendre hommage au travail qui est effectué par les organisations de la société civile. Qui font un énorme travail en termes de prévention. Alors, par exemple, à titre d'exemple, la mise à disposition, bon, déjà le test, le dépistage anonyme, le test anonyme est gratuit. La mise à disposition des préservatifs. Tout à l'heure, docteur Alami a parlé de la PrEP donc la prophylaxie pré-exposition et la prophylaxie post-exposition. Du moment qu'une personne est déclarée séropositive, elle est prise en charge et à titre c'est-à-dire en termes de prévention, on peut dire que le nombre estimé des nouvelles infections a diminué justement entre 2011 et 2021 de 48%, et tout ça est grâce aux efforts du ministère de la Santé en termes de prévention, mais également en termes de dépistage. On peut noter que le nombre annuel des tests réalisés a augmenté. Si on compare entre 10 ans, c'est-à-dire entre 2011 et 2021, la proportion des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique est passée de 22% en 2011 à 82%, et c'est un progrès qui est notable et pour lequel le ministère de la Santé, des ONG et les partenaires de la riposte au VIH sont à féliciter. Eh bien, merci Madame Hind El-Hijji d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes chargée de programme à l'ONU-SIDA Maroc. Et merci à Madame Boutena Driss Alamin Mchichi, qui est chargée de suivi et d'évaluation à l'organisation panafricaine de lutte contre le sida. On vous remercie, mais si vous me permettez, je peux faire un petit... pour résumer la situation, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, allez-y. Bon, il faut saisir cette occasion, très rapidement saisir cette occasion pour demander aux gens de se faire dépister. On a besoin que les gens fassent le dépistage pour qu'on puisse atteindre ce premier volet de la cascade. Donc, merci à vous de nous avoir permis aujourd'hui d'être présents avec vous et de passer ces messages. Eh bien, merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargée de suivi et d'évaluation à l'organisation panafricaine de lutte contre le sida, et Madame Fatiha Roufrani, dont la liaison a été coupée, qui est ex-présidente de l'ALCS, Association de lutte contre le sida. Merci encore, mesdames, messieurs. Question d'actu, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV.